Bonjour à tous, bonjour à toutes. Parmi les grandes interrogations du moment figure toujours l'impact sur la société israélienne de cette période qui s'est ouverte avec le 7 octobre. Nous sommes maintenant plus de 3 mois après et une question demeure en suspens. Qu'est-ce qui va rester finalement de l'unité du peuple qui a été retrouvée donc juste après ces événements et jusqu'à aujourd'hui encore? On évoque ce thème aujourd'hui avec le Rav Yitzhak Chouraki. Bonjour Rav Chouraki. Bonjour. Merci beaucoup d'accepter de répondre aux questions de Shofar. Il y a beaucoup d'incertitudes qui demeurent, mais il y a un paradoxe qui est frappant. On peut commencer par là peut-être pour la société israélienne. Malgré les divisions, malgré parfois les difficultés d'existence, les menaces, il y a une perception très favorable et finalement assez optimiste par les individus, par les Israéliens eux-mêmes, de leur situation personnelle, ce qu'on appelle l'indice de qualité de la vie, qui est très élevé donc en Israël par rapport aux autres pays. Comment vous expliquez ce paradoxe dans une société donc parfois déchirée, toujours menacée existentiellement et dont les membres ressentent malgré tout donc un certain bonheur, une certaine satisfaction existentielle à vivre là où ils vivent en Israël? Alors effectivement, vous l'avez bien dit, il y a quelque chose d'assez étonnant pour observateurs, j'allais dire objectifs, qui vient de l'étranger. Et cet élément-là a été mis en avant dans un livre qui vient de sortir aux États-Unis au mois de novembre, il y a quelques mois, par deux journalistes qui ont écrit il y a une vingtaine d'années Startup Nation, un livre qui avait présenté le miracle économique israélien dans tout ce qui concernait la haute technologie et qui maintenant, j'allais dire, récidive avec un nouveau livre qui s'appelle The Genius of Israel. Alors ça devrait se traduire, quand ça sera traduit en hébreu, à Ruach ha-Israélite, l'esprit, particulier, la résilience d'Israël dans un monde tourmenté. Comment se fait-il que, étant menacé par le terrorisme, par la guerre en ce moment, les chiffres sont, il n'y a pas une famille qui n'est pas touchée de près ou de loin par quelque chose de douloureux qui est trait au terrorisme ou à la guerre. Et d'autre part, un pays extrêmement divisé, ça on l'a connu dans ce qui a précédé la guerre, et donc je dirais pas simplement la dernière année, mais les années qui ont précédé, avec des clivages assez violents parfois entre les différents groupes, religieux, non religieux, séfarades ashkénazes, les différentes classes sociales, les défavorisés ou plus riches. Vous avez des problèmes au niveau de Olim Hadashim, anciens, enfin bon bref, il y a un brassage énorme de population qui n'est pas toujours dans l'harmonie la plus parfaite. Eh bien, ce qui est surprenant, c'est qu'avec ces deux éléments-là, les dissensions internes et la menace sécuritaire, les résultats d'Israël dans pas mal d'indices internationaux de qualité de la vie, du bonheur. Alors vous savez qu'il y a un indice aujourd'hui, c'est plus le PNB, mais le BNB, le bonheur national brut. C'est l'ONU qui fait depuis une dizaine d'années qui présente ces chiffres-là. On a des résultats absolument surprenants, où Israël se trouve, à la 4e place, la dernière année. Alors ça a peut-être changé maintenant avec la guerre, mais en tout cas en 2023, on avait la 4e place parmi les pays. Alors des pays qui absolument sont surprenants: la Finlande, le Danemark, l'Islande, et ensuite Israël. Avant, la Hollande, la Suède, la Suisse, enfin, c'est quelque chose d'assez surprenant. On est là et les pays qui sembleraient être les pays beaucoup plus riches et qui ont beaucoup plus, au contraire, qui sembleraient avoir un niveau de vie supérieur, eh bien, les États-Unis se trouvent en 15e position, la France 21e position. On n'est pas du tout à cette même qualité de vie. Et c'est quelque chose d'autant plus intéressant que ça ne touche pas simplement Israël, ça touche même, j'allais dire, l'environnement un peu plus large. Si vous prenez cet arbre à titre indicatif, bien sûr, alors vous aurez en bas sur une 130, 150 pays qui ont été sur lesquels l'enquête a été faite. Alors vous avez, je crois, l'Afghanistan, c'est le dernier, l'avant-dernier, c'est le Liban. Mais vous avez l'État de Palestine qui est pour l'ONU est déjà a déjà reçu le State of Palestine, et vous avez 99 au-dessus du Maroc, de l'Iran, de la Turquie ou d'autres pays arabes qui sont pas au même niveau de bonheur. Comme si jamais c'était un bonheur qui se répandait même, disons, dans le conflit qui nous sépare avec nos voisins, avec dans le conflit israélo-arabe. Alors, ce point-là, je vais le développer plus longuement, mais avant d'y arriver, on pourrait dire, oui, mais qu'est-ce qu'il en est de, justement, la situation depuis le Simchat Torah, la guerre qui a débuté depuis 3 mois. Peut-être qu'il a augmenté, peut-être que ça a encore augmenté ce désir d'être sur place. Et c'est très intéressant parce que dans ce domaine-là,
on assiste à quelque chose de totalement surprenant, c'est qu'il y a un engouement, mais presque, je veux dire, qui ressort presque du miracle, sachant les dissensions qui ont précédé, pour au contraire participer de solidarité, pour essayer de porter un petit peu, on dit ici, la mode mitachat la lunka, être sous le brancard, pour essayer de porter un peu du poids de ce qui s'est produit, et particulièrement, et ça c'est ce qui est très intéressant, si on le compare par exemple, on pourrait dire au 11 septembre aux États-Unis, où il y a effectivement traumatisme national, etc. Mais est-ce qu'on a vu les grands pontes de Wall Street aller s'enrôler pour à l'armée? Est-ce qu'on a vu les patrons de la Silicon Valley aller creuser au Ground Zero? Alors que là, ce qui est surprenant, c'est une solidarité qui n'est pas présente simplement chez les, je dirais, dans le peuple, le petit peuple, qui parfois on essaie de de se raccrocher à cet état d'esprit, mais dans les couches de la société, j'allais dire les plus nantis, les plus aisés, ceux qui ont le plus grand confort matériel, sécuritaire, qui pourraient facilement, puisqu'il s'agit des fonds d'investissement israéliens, de cette start-up nation qui sont assez volatiles en passant d'Israël dans d'autres pays, on aurait pu les imaginer justement ne pas participer à la situation terrible. Or, ce sont eux les premiers. Et c'est ça le paradoxe absolu. Ce sont eux les premiers qui sont partis, soit s'enrôler pour aller combattre à Gaza, soit essayer d'aider dans l'agriculture, essayer d'aider les gens qui ont été les Mefounim, ceux qui ont été déplacés, les populations qui ont entouré la bande de Gaza, pour essayer au contraire de participer à cet effort national. Et c'est quelque chose de très intéressant, actif, vivant. C'est pas simplement de grands discours. On a eu les attentats et janvier 2015, on a un engouement, grande manifestation dans la rue. Effectivement, un grand moment républicain. Oui, mais qu'en est-il de l'engagement réel? Voilà la question. Alors, et le paradoxe israélien, c'est que justement on se retrouve de ce point de vue-là avec non seulement dans cette idée du bonheur brut, de ce mais dans beaucoup d'autres paramètres très surprenants en ce qui concerne la société. Et alors j'évoquais ce livre The Genius of Israel de ces journalistes, qui d'ailleurs est best-seller au New York Times depuis qu'il est sorti au mois de novembre, et qui a repris tous ces indices. Et c'est très intéressant parce qu'on a à voir ces résultats. On voit en ce qui concerne. Alors ils ont mis un point important, c'est qu'ils ont déjà neutraliser, je dirais, les populations pour lesquelles on dirait bon, c'est un peu normal, ils sont là, participer, ou ils sont comme ça, par exemple, les orthodoxes, religieux, tout est pour le mieux, on pourrait imaginer que du côté de la foi religieuse, on reçoit une certaine Sameach Bechelko, on est heureux de ce qu'on a, et donc on arrive à le bon résultat. Non, ils ont essayé de prendre dans la population les couches ou les parties de la société qui sont le plus, j'allais dire, occidentales, les plus justement le high-tech, etc., et voir qu'est-ce qu'il en est. Et on a, alors, on pourrait dire, bon, l'espérance de vie, aujourd'hui on dit l'espérance de vie en bonne santé, parce que l'espérance de vie toute seule, les gens disent, je veux plus être jusqu'à 120 ans, je préfère 100 ans comme à 20 ans que jusqu'à 120 ans malade. Alors l'espérance de vie, Israël se trouve 4e position mondiale avec 72 ans en bonne santé. Ça c'est, le chiffre actuel. Mais pour d'autres éléments, la consommation d'alcool, eh bien, dans les pays développés, Israël est le 2e plus bas. Il y a, pas vraiment le plus bas, mais le 2e. Dans la détresse, et c'est un point qui va nous rapprocher un petit peu je dirais, de la solution de cette question intéressante. Dans la détresse, les chiffres sont surprenants. Dans le monde occidental, les morts dues à l'alcool, dernière place, Israël, le moins. Les morts dues à la drogue, overdose, dernière place pour Israël. Les morts dues à la solitude et le désespoir, l'avant-dernière place. Il y a la Grèce qui est un petit peu, mieux que nous, mais en fait, dans le monde occidental. Je vous passe au passage la France, on a 3 fois plus dans tous ces indices-là. Les États-Unis, c'est 4 fois plus. C'est, rien à voir. La solitude, l'isolement, qui est un des fléaux les plus terribles des sociétés développées aujourd'hui. Pour Israël, alors c'est pas entièrement gagné, mais on est passé entre 2002 et 2023 à diminuer de 20% cette situation précaire de personnes isolées. Et là, on commence à approcher un petit peu voilà, parce qu'il est temps d'éclaircir approcher un petit peu cet élément-là. Il est temps d'éclaircir le paradoxe. Il y a quelque chose essentiel
dans la société israélienne, qui reste, j'allais dire, inébranlable, malgré toutes les avancées. En général, on sait que lorsqu'une société passe, d'une société plus traditionnelle à une société plus développée, socio-économiquement, eh bien, la natalité diminue, le nombre, de mariages qui vont avoir dans les hautes, dans les classes, les cadres supérieurs, beaucoup d'enfants diminue. Or, en Israël, de façon très surprenante, on a un taux qui reste dans la société, en ayant mis de côté la société arabe et la société ultra-orthodoxe, qui sont, disons, réputées pour avoir plus d'enfants. On prend la société, on reste à 3 de taux de natalité, ce qui est le rêve de toutes les sociétés occidentales. Oui. L'Égypte en est à 2,9. Elle est déjà descendue en dessous d'Israël. L'Inde en est à 2. Le Cuba est déjà à 1,4. C'est pour vous dire les sociétés vraiment... Or, ce qui est très étonnant, et c'est que... Alors, on se retrouverait sur ce point-là avec la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Oui, c'est pas mal pour le taux de reproduction, sauf que il y a à côté de ça la start-up nation. C'est-à-dire la start-up nation avec cette natalité. Et là, le point est intéressant. Les familles de femmes qui font carrière, de femmes qui sont cadres supérieurs, n'ont rien du tout d'anormal à avoir 3 enfants ou plus. Et c'est quelque chose qui, alors, vu de l'intérieur du pays, puisque pour chez nous, tout se transforme en catastrophe, on se dit, ah, mais c'est terrible, il va y avoir trop de population. Mais le monde ne fait qu'envier une société qui arrive à se développer et à rester jeune, dynamique, avec toute l'énergie, l'entreprise qu'ont des jeunes. On a remarqué, pour avoir l'âge médian dans en Europe, il est de 44. L'âge médian, c'est pas la moyenne, c'est-à-dire si on prend tous les citoyens, on prend celui qui a l'âge du milieu. Il y a la moitié de la société qui est d'un côté, la moitié de la société qui est de l'autre côté. C'est l'âge de 44 ans. Si jamais vous avez une société entre 37 et 41, vous doublez tous les indices d'entreprise. Israël se trouve à 30. C'est dire que la société est jeune et donc totalement active. Et le point important, c'est que non seulement les femmes qui font carrière ont des enfants, mais c'est pas du tout quelque chose d'anormal dans la société israélienne de permettre, de donner des avantages, d'embaucher des femmes qui sont enceintes, qui en général c'est quelque chose de extrêmement problématique, de prévoir des cadres pour pouvoir garder ensuite les enfants, quelque chose de surprenant. Je me souviens, en faisant à l'université, quelque chose, j'allais dire, de surréaliste. Si vous comparez ça à l'université française, eh bien, vous avez déjà des cadres qui sont prévus pour que les étudiantes puissent laisser leurs enfants, puissent s'occuper de leurs enfants. Alors, je ne parle pas déjà, d'être marié, mais d'avoir des enfants pour des étudiants, ce serait aujourd'hui, dans notre monde occidental, deux entités totalement opposées. Et là, je commence à toucher le cœur du problème. Je reprends le livre de Genius of Israel, puisque avant de rentrer dans la position plus, je dirais, plus spirituelle ou en essayant de donner le regard juif sur cette question-là, je prends pour l'instant que des données sociologiques froides. Ils disent, mais qu'est-ce qui peut être le secret de cette... Alors effectivement, il y a une grande solidarité de nature, le mouvement de jeunesse, la guerre, l'armée. Un élément très intéressant qui n'est pas souvent mis en valeur, c'est que plus que le rôle sécuritaire de la défense d'Israël qu'à Tsahal, c'est de permettre à éduquer chaque jeune arrivé à l'âge militaire de dévouer sa vie pendant quelques années pour d'autres, pour créer par la force des choses, par la force du combat, eh bien presque le sentiment pour lequel il travaille et il donne, il est Torem, il a quelque chose qui lui permet d'être bénéfique à d'autres et pas simplement centré sur son propre développement personnel, quelles études je vais faire le plus rapidement possible pour arriver plus vite. Alors ça, c'est dû à quoi, Rachouaki ? Faut expliquer. Alors, et ça, c'est dû oui, je vais expliquer. Ça, c'est dû à quelque chose d'essentiel qui reste profondément à l'intérieur de la société israélienne. Dans ce livre-là, dont le compte-rendu d'ailleurs a été fait dans un grand quotidien israélien, qui disait pour nous c'est quand même un peu difficile d'accepter ce genre de choses-là. Ils sont partis vérifier les différents indices, peut-être qu'on nous trompe. Ils ont dit non, mais finalement, effectivement, malgré toute l'amertume qu'on a généralement dans toutes les problèmes de la société, c'est juste, c'est bon, il y a tous ces éléments-là qui sont vérifiés. Et alors il dit, mais il y a un point intéressant. Alors dans le terme, comme ça, Shulchan Shabbat, la table du Shabbat. C'est quoi la table du Shabbat? Eh bien, c'est que les familles se réunissent. C'est que les familles restent encore avec 3 générations qui se rassemblent.
les grands-mères, les parents, les enfants. Et ça donne quelque chose d'essentiel, pas simplement pour le repas familial, le côté cérémoniel de la chose, mais pour quelque chose de beaucoup plus profond. Rencontre de différentes générations, des grands-pères, grand-mères. On n'a pas suffisamment fait l'éloge de toutes les grand-mères qui sont d'ailleurs dans cet indice au niveau même purement social, au deuxième niveau, de la plus grande investissement pour permettre, parce que des carrières, etc., demandent l'investissement d'une troisième génération qui est plus jeune encore et qui peut encore aider. Eh bien, ça permet de donner un ancrage au niveau de la sécurité, au niveau du bien-être, au niveau même médical, à la fois de la génération passée et à la fois des enfants. Il y a quelqu'un qui disait ce qui distingue l'homme de l'animal, c'est justement qu'il y a 3 générations dans un animal, les parents et puis les enfants quand ils ont grandi, puis se développent tout seuls. Il n'y a pas la relation avec une 3e génération. Il y a cette très belle phrase d'un dirigeant israélien, de la création d'État d'Israël, qui disait quand je dois signer un accord ou prendre une décision, je dois me concerter avec mon grand-père et avec mon petit-fils. Image justement d'une tradition qui continue. Eh bien, cet élément-là, qui semblerait de belles phrases, se retrouve d'après justement tous ces indices qui sont extraordinaires. Par exemple, à partir de l'identification à l'idée justement familiale, à travers la sécurité intérieure, eh bien, il y a une identification plus large à l'idée plus collective. Le pourcentage d'identification à l'État. Et c'est un chiffre qui m'a, aussi interpellé de manière terrible. Entre 2003 et 2023, novembre 2023, n'a pas changé dans les populations juives. 94%, ce qui est le rêve de pas mal de sociétés. Et pour la société arabe, il est passé de 53% à 70%. C'est quelque chose de très intéressant. Identification, chaleur, cellule familiale, et qui se développe ensuite et qui rejaillit sur l'ensemble de la société. Je disais le rapport de génération qui précède aux générations qui vont suivre. Alors là, il y a le tableau le plus intéressant de tous. C'est le tableau qui présente le sentiment, justement, d'optimisme. C'est pas simplement de dire il fait bon vivre, mais qu'est-ce qu'il va y avoir? Est-ce que ça va être mieux ou ça va aller en se dégradant dans les différentes sociétés occidentales? Rav Chouraki, on comprend bien ce que vous nous dites. C'est-à-dire que les auteurs du livre se rendent compte ou s'aperçoivent que le succès du modèle israélien, de ce bonheur national brut, c'est précisément la famille qui est centrale dans tout cela. Maintenant, la question se pose de savoir ce modèle familial, quel rapport a-t-il avec précisément le fait juif, avec le judaïsme, en quoi il est central dans l'identité juive. À partir du moment où on est approché et on se dirige vers cette idée, de la famille, non seulement ça ne devient plus un paradoxe, mais j'allais dire presque ça explique tout. Et là, je voudrais, avec votre permission, développer un petit peu une question qui est assez, fondamentale, qui a été posée à la création d'État d'Israël et qui, à mon avis, continue d'être élaborée et il manque peut-être le bon cadre pour poser la question. On a beaucoup posé la question Mihu Yehudi, qui est juif? Comment considérer quelqu'un qui fait partie ou ne fait pas partie du peuple juif? Le problème des conversions, c'est un problème important. Mais cette question, avec toute l'importance qu'elle peut avoir, n'a rien de comparable à la question de Mahu Yehudi. C'est-à-dire pas simplement de fixer la frontière, où est-ce que se trouve la limite entre appartenir ou ne pas appartenir au peuple juif, mais que signifie justement l'appartenance au peuple juif? On ne connaît pas un pays simplement en faisant le tour des frontières, il faut aller visiter l'intérieur des terres, l'intérieur, les capitales, les grands monuments. C'est là que vous le connaîtrez. Quel est finalement, pour le peuple juif, le centre? Et je poserai cette question-là pas à l'échelon individuel, à savoir qu'est-ce qui, pour la personne, le fait, être un représentant, un participant dans le peuple juif, mais je la poserai à l'échelon collectif, national. Qu'est-ce qui finalement représente la meilleure manière d'approcher le peuple juif? On a longtemps parlé, et c'était peut-être la position la plus classique de l'histoire juive, jusqu'à l'époque des Lumières, l'émancipation, où ça commençait à devenir de moins en moins adéquat. Le peuple juif né en umatenu uma ela betorata. Ce qui différencie le peuple juif, c'est sa Torah, c'est les mitzvot, c'est le message juif, c'est la pratique juive, c'est l'esprit du peuple juif qui est défini dans la Torah. C'était tout à fait vrai. Je continue à porter ça comme étant l'objectif, la finalité du peuple juif, mais ce n'est plus adéquat pour définir le fait juif. Pour une raison très simple,
c'est qu'une partie majeure du peuple juif, alors on pourra discuter combien il s'agit, non plus la même pratique, non plus le même ensemble de pratiques ou de croyances, mais continuent à appartenir au peuple juif, à être reconnus pour eux-mêmes faisant partie du peuple juif, et même pour nous, à être, participants absolument au peuple juif. On ne peut plus mettre la limite dans ce qui définit l'ensemble du peuple juif, le côté religieux, avec toute l'importance qu'on peut lui attribuer. Alors on dit, bon, s'il n'y a pas le côté religieux, il y a peut-être le côté national. Ouais. Oui, mais le côté national aussi est totalement caduque pour parler du peuple juif. Pour une raison très simple, c'est que si la définition première d'une nation, c'est un groupement humain qui se retrouve sur un territoire, avec une langue commune, avec une histoire commune, avec une culture commune, eh bien le peuple juif ne se retrouve pas sur une terre avec même langue. Il a des problèmes pour communiquer, même si il a une certaine langue avec, on pourra voir avec la merveille de la renaissance de la langue hébraïque, elle n'est pas parlée par l'ensemble du peuple juif. On n'a pas une histoire commune qui remonte, je dirais même, depuis 2000 ans en arrière, on n'a pas d'histoire commune. Le dernier moment où on avait cette histoire commune, c'était peut-être même pas le deuxième temple, c'était le premier temple. Depuis, on est complètement séparés. Alors certains disent, bon, on va peut-être lâcher l'idée simplement nationale, parlons d'ethnie. Comme ça, on élimine le côté du territoire. Oui, mais l'ethnie non plus n'est pas adéquate. Pour une raison très simple, dites-moi, qu'est-ce qui rassemble un juif du Yémen d'un juif d'Allemagne, un juif du Maroc d'un juif de Scandinavie? Sur quasiment tous les paramètres, ils n'ont rien à voir ensemble. Avec difficulté, ils peuvent communiquer. Alors, c'est pas du tout quelque chose... Parlons même d'un juif d'Éthiopien ou un juif de Russie. C'est le problème, comme dire, dans la société israélienne, avec des groupements tellement différents. Donc, le côté ethnique n'a pas, lieu non plus de définir l'idée juive. J'espère qu'on n'a pas besoin de définir que le côté racial non plus est inadéquat, puisque les nazis eux-mêmes n'ont pas réussi à faire ça. Il me semble que ce qu'on pourrait proposer comme structure sociale qui serait le plus adéquate pour réfléchir sur ce que représente la structure du peuple juif, c'est l'idée justement de la famille. Et pas nécessairement dans le côté biologique de la chose, puisqu'on peut bien sûr proposer que le peuple juif est né d'une famille, les Abraham, Yitzhak et Yaakov, qui se sont développés en formant des tribus, et ensuite le Ham Israël, etc. C'est exact. Mais ce n'est pas ce point-là qui me semble le point le plus important. Sur la base de la famille, il y a un modèle qui nous permet de réfléchir sur le peuple juif. Et à commencer en premier lieu, par le fait que dans la famille, eh bien, on y est jeté sans avoir donné son avis, sans nous avoir demandé, puisqu'on en est d'une famille, et de la même titre que dans le peuple juif, on appartient au peuple juif par la mila pratiquée par un père pour un enfant qui n'a pas donné son avis. Il le donnera son avis quand il le reproduira la mila sur son fils. C'est assez particulier comme moyen de participer justement à cette aventure. Alors, qu'est-ce qui est très intéressant là derrière? Et peut-être qui est à la fois le côté particulier de la famille et le côté problématique, je dirais, à l'époque moderne. Eh bien, on a envie d'être décisif de toutes nos décisions dans la vie, de décider dans tout ce qui nous arrive. Or, la chose peut-être la plus importante, on n'a pas décidé. On n'a pas décidé qui seront nos parents, qui seront nos frères, qui seront, pour peut-être tous les choix les plus importants de la vie. Eh bien, l'homme n'a pas trop son mot à donner. On n'a pas, on peut en être en désaccord. Et là, vous voyez, je commence à toucher le problème. On peut être en désaccord total. On peut être en lutte contre sa famille. On restera toujours celui qui, de la famille, s'est mis à lutter contre sa famille. On ne pourra pas effacer. On peut, le parricide existe, mais ça sera toujours le fils qui a tué son père. Il ne pourra pas effacer le fait que c'est son père, au même titre qu'il ne pourra pas effacer le fait que c'est son frère. Et là, on arrive au problème central, je dirais presque posé par la Torah. Le rabbin Ashkenazi l'avait longuement développé dans les lectures du livre de Bereshit, mais c'est quelque chose de très long comme thème. Eh bien, pour pouvoir, proposer le schéma de la famille, on commence par une famille, j'allais dire presque une famille problématique, une famille en danger, mise en danger par ses propres membres avant d'être mise en danger par les gens de l'extérieur. Puisque toutes les histoires de frères dans l'histoire de la Torah sont des histoires qui ne finissent pas bien. Et tout le livre de Bereshit, jusqu'à la fin, avec le Yosef qui meurt finalement en Égypte, n'a pas réussi à relever le défi de former une famille dans laquelle il y a des frères qui arrivent à s'entendre. Il y a d'ailleurs un passage très intéressant, lorsque Abraham et Lot se séparent, Abraham dit à Lot la chose suivante, Alatei meriva beni ou benecha, qu'il n'y ait pas de dispute entre nous, qui anashim achim anachnu. Ça peut se lire de la façon suivante, ne nous disputons pas, puisque nous sommes des frères. Entre frères, on ne va pas se disputer.
Oui, mais ça peut se lire exactement de la façon inverse. Ne nous disputons pas comme des frères se disputent. Parce que dans une famille, on se dispute. Et j'allais dire presque qu'on se dispute particulièrement. Lorsque vous êtes, prenez des enfants qui sont à la maison et qui se disputent. Ben, s'il a pris la place de l'autre, un petit peu bousculé, a dit une phrase qui n'est pas comme ça peut créer tout de suite une chamaille, une grande, la famille est en ébullition. Mais imaginez que, après s'être disputés, ils sont maintenant dans la rue, ils sont en train de se promener. Alors si vous êtes quelqu'un normal, quelqu'un vous agresse, vous fait quelque chose, etc., vous dites bon, il est un peu dérangé, vous passez. Vous n'allez pas vous disputer avec quelqu'un qui n'est pas justement de la famille. On le laisse un peu tomber. Oui, mais si jamais votre frère, avec qui vous vous étiez disputé il y a un instant, a été maintenant agressé, attention, tout d'un coup, la famille se reforme et on reprend cet état d'esprit dans lequel, attention, tu vas pas heurter mon frère. Qu'on se dispute, qu'on s'entretue entre nous, c'est une chose, mais attention de ne pas porter atteinte à justement cette solidarité. Vous voyez que l'idée de la famille nous permet au contraire d'approcher de manière très intéressante le rapport au peuple juif, notamment, et là je vous donne quelques éléments. Le rapport au peuple juif nous a été déterminé au-delà simplement de la pratique religieuse. On nous dit Israël, afalpi, shehata, Israël ou. Si quelqu'un est né juif, même si jamais il a totalement renié toute croyance, toute pratique juive, il reste malgré tout quelqu'un qui appartient à la famille. Il reste malgré tout un juif. On pourra parler d'un juif honteux, on pourra donner tous les qualificatifs qu'on veut quand on voudra désigner, mais il restera malgré tout quelqu'un qui en fait partie. De la même manière que dans la famille. On peut dire famille, je vous hais, mais on restera le membre de la famille. D'ailleurs, aujourd'hui, vous entendez parfois, dans les dissensions qui ont précédé la guerre, les gens qui disent « Ani lo ach shelcha », je ne suis pas ton frère. Oui, c'est vrai, mais on ne dit pas à quelqu'un qui n'est pas de la famille « je ne suis pas ton frère ». Si jamais vous n'avez pas rencontré quelqu'un dans la rue, vous direz « non, non, je suis pas votre frère ». C'est justement parce qu'on part du concept premier que nous avons affaire à une situation qui est analogue à celle d'un frère et son frère, qu'on a besoin pour manifester de manière violente le désaccord, en dire je ne veux plus faire partie de cette famille. Oui, d'accord, les enfants le disent, c'est un âge particulier où on l'évoque. Le défi qui nous est porté, c'est justement d'essayer de former une famille qui permettra aux frères de se retrouver. Et ça, c'est quelque chose de très dur. Et j'allais dire presque, c'est là que commence peut-être tout le projet de l'histoire juive, c'est de retourner en Israël et de montrer comment on peut créer sur le modèle de la famille, de la fraternité, une société non seulement vivable, mais qui sera un espoir pour l'ensemble de l'humanité. Et je voudrais m'expliquer, si vous me permettez, là je passe à quelque chose qui est plus, je dirais, projeté vers l'avenir, mais ça me semble quelque chose d'essentiel à tout ce, à toute ce qui nous incombe aujourd'hui. Au-delà du problème militaire, du problème, diplomatique et politique, etc. Au niveau sur le long terme, sur le, ce vers quoi on est engagé pour l'avenir. La Torah, à chaque fois où elle évoque son projet social, elle évoque le terme de achicha, la notion de frère. Ki amour achicha, quand ton frère sera dans la détresse. Or, cette idée-là n'a pas échappé à beaucoup de penseurs du politique. Prenez la Révolution française, il y a la liberté et l'égalité, et il y avait la fraternité, qui était censée raccorder la liberté et l'égalité qui se chamaillent, qui sont un peu en opposition. On a voulu donner trop de liberté au 19e siècle, on a totalement déséquilibré l'égalité, on a voulu donner un peu trop d'égalité au 20e siècle, on a créé les pouvoirs les plus totalitaires qui puissent exister. Il me semble que le secret de tout ça se trouve justement dans la possibilité de développer ce qui est totalement incompréhensible pour les peuples qui ont prôné cette idée de fraternité, c'est le fait de créer une réflexion sur l'économique, sur le social, sur l'ensemble de tout ce qui concerne la société sur cette base-là. Et si vous voulez, je vous donne quelques exemples. Allez-y, oui. Un exemple, genre là, on a un peu, si vous voulez, projeté sur la base de ce qui était, la crise que nous vivons actuellement, pour essayer de voir vers quoi on pourrait proposer une certaine vision pour l'avenir. Je vous donne un exemple très étonnant. Il est interdit dans la conception économique de la Torah de prêter à intérêt. Vous savez bien que c'est un fameux débat, puisque le peuple juif, malheureusement, a été les prêteurs à intérêt de toute la chrétienté qui lui refusait les autres professions. Et du coup, a subi toutes les humiliations qui étaient liées à ceux qui, changeaient l'argent.
On connaît, c'est un long sujet, on pourrait le développer très longuement. Or, il y a un interdit de recevoir des intérêts quand vous avez prêté à votre frère. C'était fait vis-à-vis du non-juif, et c'est quelque chose de logique pour une raison très simple, c'est qu'il n'y a rien d'amoral à prêter, ou d'immoral plutôt, à prêter à intérêt à à quiconque, puisque c'est en fait, comme on prête sa maison, on reçoit la location d'une maison, la location pour une voiture, pourquoi on ne recevrait pas la location de son argent? Et on gagnerait effectivement aujourd'hui tout le monde, toute l'économie est basée justement sur les taux et sur la possibilité justement de recevoir quelque chose. Or on nous dit non, c'est vrai et ça n'a rien d'immoral, donc vous pouvez le pratiquer avec les familles de la terre. Mais à l'intérieur d'une famille, eh bien, on ne profite pas de la détresse d'un des frères pour lui dire non seulement je te prête, mais ensuite tu me rembourseras en me donnant des intérêts. Et le passouk dit qu'Yamour Achicha, c'est ton frère qui est là maintenant dans la détresse, ne prendra pas d'intérêt. C'est valable pour les étrangers. Il s'agit d'un degré supplémentaire de scrupule moral qui se comprend quand il s'agit de quelque chose qui concerne une société qui est basée sur une entraide liée, qui est sur le symbole même de la famille. Et on pourrait donner beaucoup d'exemples de cette famille. Est-ce que par exemple cette fraternité, cette loi de fraternité, dont vous avez dit qu'elle était centrale, effectivement, dans tout le livre de Bereshit aussi, on voit la possibilité d'être frère. Est-ce que cette fraternité peut être précisément ce qui peut rayonner à l'extérieur au point d'arriver à une fraternité universelle? C'est-à-dire comment faire traverser cette idée de fraternité? Oui, voilà, c'est très intéressant ce que vous me posez comme question, parce que en fait, c'est peut-être l'un des gros paradoxes justement de la réflexion sur l'idée du peuple juif, de cette solidarité du peuple juif. C'est que d'une part, on a une vocation avec une divinité unique pour l'ensemble de l'humanité, et non pas fragmentée, nationale, comme toutes les différentes idoles et mondes païens qui avaient quelque chose de totalement particulier dans leur croyance et dans leur divinité, qui donc n'avaient aucun problème d'être tolérants avec les divinités des autres. La position de la Torah est qu'il y a un seul Dieu dans le monde, donc il y a une seule vision pour l'ensemble de l'humanité. Mais, soyez logique, donc essayez de convaincre toute l'humanité d'adopter cette vision-là, comme l'ont fait le monde chrétien ou le font le monde musulman, pour essayer de... Or, le peuple juif, tout en ayant cette vision, universelle, eh bien, malgré tout, garde le côté particulier du groupement humain dans lequel il voudrait essayer de créer en premier cette utopie. Et l'explication de ce paradoxe, un peu qu'il a jamais, je dirais, sur lequel ont buté toutes les nations à toutes les époques. Soyez, cohérents un petit peu. Or, pourquoi ce manque de cohérence? Eh bien, pour une raison très simple. C'est que peut-être pour pouvoir, justement, par le sujet même de la famille, pour pouvoir parler de cette notion de fraternité, eh bien, il n'y a fraternité que s'il y a distinction de quelqu'un par rapport à quelqu'un d'autre. Parler d'un amour universel, eh bien, c'est par là même arrêter de parler véritablement d'amour, puisque la définition même de l'amour, c'est le fait de distinguer quelqu'un d'entre le reste des autres personnes qui peuvent être objets de cet amour. Donc, il est nécessaire de présenter comment, à travers un certain groupement humain, on a une possibilité de créer une société qui est basée sur cet esprit, et ensuite essayer de montrer aux nations de la Terre l'exemple qui pourrait réconcilier le côté totalement, j'allais dire, chauvin, particulier, xénophobe dans ces écueils, et en même temps le côté qui pourrait au contraire leur donner quelque chose qui nous rapproche. D'une certaine manière, c'est cette restriction de de l'universalité de l'idée de famille qui lui donne toute sa force pour pouvoir avoir un message qui serait peut-être universel. Vous savez que il y a une notion très importante entre universaliste et universel. Et je crois que c'est ça le secret de cette distinction-là. Une dernière question peut-être, Rav Chouraki. Cette fraternité retrouvée aujourd'hui en Israël, on le voit avec cette solidarité incroyable qui s'est manifestée, elle a suivi une période de division aussi forte, comme vous l'avez indiqué. Est-ce que elle va se poursuivre après la guerre et pourquoi faudrait-il qu'Israël finalement soit toujours menacé au moment où elle se divise pour se réunifier? Pourquoi est-ce qu'il y a un sens à cet aller-retour entre ces deux notions? Oui. Alors, je veux dire, j'étais très pessimiste au début de la guerre. Pour une constatation très simple et que je pense a été partagée par beaucoup de personnes en Israël. Ça fait une année qu'on n'arrête pas, d'un camp à l'autre, dans toute la société israélienne, à se trouver les côtés néfastes, les défauts, les critiques, etc.
eh bien, à force d'avoir, appelé, j'allais dire, tous les inquisiteurs du peuple juif, eh bien, ils se sont manifestés de manière, humaine et violente. Notre devoir aujourd'hui est effectivement d'essayer de rassembler, de reprendre, à rebours cette direction. Mais il y a quelque chose de particulier. Je crois que c'est peut-être le sens de votre question. C'est que lorsqu'on arrive à une telle acuité dans le débat d'une violence terrible, eh bien, il n'y a parfois que la menace extérieure qui nous ramène au souvenir presque finalement on est une famille. Est-ce que ça va durer? Alors je suis pas prophète, je veux dire c'est quelque chose qu'il faudrait voir, je le souhaite bien entendu, mais c'est pas ça ce qui me semble. Je pense qu'on retournera vers nos braves disputes lorsqu'on recommencera à s'entretuer, signe que la situation est on est rassuré. Vous remarquerez qu'on commence petit à petit à s'y acheminer, à reprendre notre bonne vieille dispute comme on les aime. Très bien. Non mais c'est pas ça. C'est que peut-être à travers ce moment, cette crise terrible, eh bien, il y a pour le message ancien, éternel de cette idée de famille, puisque l'on dit, elle se retrouvait dans le livre de Bereshit. Tout le livre de Shemot, c'est de savoir comment Moshe et Aaron ont finalement créé dans la politique, eh bien, une conciliation entre deux frères, où l'aîné laissait la place au second. Enfin, quelque chose de totalement surprenant. Eh bien, peut-être ce message-là va avoir plus d'écoute aujourd'hui, et par le peu d'expérience que j'ai vis-à-vis de différents groupes, je sens qu'aujourd'hui ce message-là, au-delà du problème de la guerre, au-delà du problème des tensions politiques, puisqu'on va retourner à ces tensions-là dans la politique politicienne, mais pour revenir sur le fond du problème, est devenu quelque chose de profondément, d'une importance essentielle pour la continuité d'Israël. Et c'est valable, j'irais même dans un aspect beaucoup plus, précis de la chose, pour retrouver même les valeurs judaïques. C'est-à-dire, alors j'aime pas le mot religion, puisque je venais de définir qu'il ne s'agissait pas justement de religion, mais de l'esprit où qu'on a opposé trop souvent démocratie, judaïsme, voilà, il y a ceux qui tirent d'un côté, il y a ceux qui tirent de l'autre. Eh bien, on assiste récemment à ce que des gens disent non, il est impossible maintenant d'envisager, continuer une course effrénée vers la modernité, qui se serait détaché de toutes les assises, de toutes les ancrages qu'on avait dans dans le judaïsme et qui sont nécessaires à la société, dont la société a besoin. On ne peut pas aller combattre, on ne peut pas risquer sa vie de manière aussi massive comme elle se produit aujourd'hui dans des confrontations aussi terribles sans avoir quelque chose qui nous élève une raison, une signification, un sens qui va au-delà simplement du fait de résoudre les problèmes intérieurs à tel ou tel problème. Il y a quelque chose qui est au-delà de tout ça, et c'est ce point-là qu'à mon avis la société aujourd'hui, le peuple juif attend, et c'est vers cette direction-là qu'on est appelé à nous diriger. Et c'est peut-être aussi ce que vont apporter toute cette classe d'âge qui vont revenir dans la société, tous ces jeunes qui ont combattu ensemble, aussi différents qu'ils étaient, pour garder cette valeur, et que ce combat aura été aussi une sorte de garantie que l'esprit de famille va demeurer en Israël. Absolument, absolument. Alors je veux dire une chose, j'ai commencé par au lieu du PNB, de parler du BNB, le bonheur national brut. Mais en fait, la recherche du bonheur, c'est une vieille tradition qui a commencé en Grèce pour essayer de donner à l'homme ce qui était le bonheur. Ça n'a jamais été la recherche ultime du peuple juif. On ne s'en plaint pas, bien entendu, mais on a d'autres choses. Il faudrait travailler d'autres niveaux. Peut-être pas le BNB, le VNB, les valeurs nationales brutes. Peut-être le TNB, la Torah nationale brute. Enfin, on a une valeur qui est peut-être transcendante, qui a quelque chose de vertical et pas simplement d'horizontal dans la recherche statistique et sociologique. Mais je crois qu'effectivement, c'est vers ça qu'on est appelé à nous acheminer. En tout cas, c'est comme ça que je vois la contribution modeste à l'ensemble de l'histoire du peuple juif et de cette famille, dans ses aléas, ses douleurs et espérons ses joies. Voilà, j'ai entendu une phrase il y a un peu de temps, le peuple d'Israël est un petit peuple, mais c'est une grande famille. Je crois que ça résume aussi en partie, et c'est une phrase que je voulais donc donner pour terminer cet entretien. Merci infiniment, Rav Shoraki, de nous avoir apporté ces enseignements avec l'enthousiasme et la clarté que l'on vous connaît. On vous retrouvera sur Shofar pour d'autres vidéos en lien avec les grandes questions du moment. Merci beaucoup pour votre attention.